Donc, ceci est un petit talk Docker qui va vous présenter, en gros, principalement la virtualisation versus les conteneurs, et va parler un petit peu de Docker. C'est pour donc le talk est peut-être un petit peu mal nommé, mais il y aura suffisamment de morceaux de Docker quand même pour que vous sachiez à peu près comment ça marche et à quoi ça fonctionne, puisque on parle quand même, quand on parle de conteneurs, principalement de Docker, même si les nouveaux arrivants font à peu près la même chose. Donc déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Sachot, je suis DevOps, donc à savoir à la fois sysadmin et en même temps un développeur qui me permet de toucher un peu les deux bouts, donc de voir vraiment tous les problèmes des deux côtés au lieu de voir les avantages des deux côtés. Tant pis. Et je fais partie de l'équipe des Maxmen, donc de cette grande équipe qui est MaxDS. Ce talk, donc du coup, va être une explication des différences entre tout ce qui est virtualisation et conteneur, et une introduction légère à Docker. Alors, je dis légère parce que à la fin, vous n'allez pas savoir comment monter dans le détail une machine Docker, mais vous allez comprendre complètement comment ça va fonctionner derrière. Plus vous aurez normalement tous les outils pour pouvoir le faire. Mais vous n'allez pas avoir toutes les subtilités sur les volumes, etc. Je fais vraiment une introduction uniquement au concept de base. Donc ce talk n'est pas du tout une formation complète à Docker. Et comme je n'aime pas vraiment l'effet des mots où ça plante au beau milieu, etc., je ne fais pas de démonstration live où je vais vous sortir un terminal. Ça va être que des captures d'écran. Je m'excuse par avance, mais... Qu'est-ce que vous allez apprendre normalement de ce talk? Donc, vous allez découvrir pas mal d'outils et de petites notions qui existent dans le monde Unix Linux. Donc, il est préférable. J'espère que la plupart d'entre vous ont une bonne connaissance un peu de Linux. Je vais essayer d'être le plus bas possible pour expliquer un maximum. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je pourrais y répondre. Dans les outils, par exemple, nous allons découvrir plein d'acronymes tels que Shroot, AUFS, les C-Groups, LXC. Voilà, et on va apprendre donc la différence entre virtualisation et container. Je sais, je me répète beaucoup, désolé. Et les quelques bases de Docker. Donc, Docker en une phrase. Pour ça, j'ai honteusement pompé sur Wikipédia. Docker est un outil qui peut impacter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé, qui pourra être ensuite exécuté sur n'importe quel serveur. Par serveur, on peut entendre aussi une machine locale, etc. C'est gentil, ça me parle pas, pour certains j'imagine, donc on va faire avec un exemple, histoire que ce soit un peu plus parlant. Pour mon exemple, on va devoir définir la structure de mon projet. On va imaginer donc que j'ai un projet d'une application qui va contenir deux fichiers. Elle va contenir un index.php. L'index.php, c'est tout simplement un Hello World. Voilà, on va pas faire plus compliqué que ça. Et on va rajouter donc dans mon projet un Dockerfile. Le Dockerfile, c'est le fichier qui va me permettre de construire ma machine Docker à partir de ce fichier-là. On définit toutes les instructions qui vont définir comment construire. Bon, je fais une parenthèse, je vais parler de machine virtuelle. On va expliquer après la différence entre les deux, pourquoi ça n'est pas. Mais ça va vous permettre de vous raccrocher à un support un peu votre histoire, que ce soit plus facile de comprendre. Donc ici, dans le Dockerfile, on va avoir toutes les instructions qui vont permettre de construire la machine virtuelle. Donc la première ligne indique qu'on part d'une image qui est déjà disponible sur Internet, qui est donc from PHP. Donc on prend la machine PHP, l'image virtuelle, et on prend la version 7.2 de PHP et en version client de préférence, puisqu'il y a la version serveur ou c'est un serveur web. À partir de là, on fait ensuite une copie de fichier index.php qui est en dehors de la machine virtuelle, donc dans notre projet, et on l'envoie sur la machine virtuelle dans le dossier OPT. Et enfin, on dit que pour ma machine virtuelle, quand je la lance, la commande qui doit être lancée, c'est PHP, et avec comme argument le fichier à exécuter. À partir de là, il faut ensuite que je construise ma machine virtuelle, comme je crée un package. Donc je lance la commande docker build, avec le paramètre -t qui est un paramètre qui va me permettre de retrouver plus facilement ma machine. Je la nomme en fait. Je lui mets son petit nom, ma 42 project.
Et ensuite je rajoute le point qui est important, qui dit à quel endroit se trouve vraiment mon projet à builder, à quel endroit il va pouvoir trouver le Dockerfile. On voit qu'à partir de là, il va commencer un téléchargement. Il va télécharger donc l'image sur les serveurs de Docker, qui s'appelle le Docker Hub. Il y a la possibilité, si vous le souhaitez, d'héberger vos images de base localement, il n'y a pas de souci, enfin localement, dans votre propre réseau si vous le souhaitez après. Mais par défaut, il va les chercher sur Docker Hub où on trouve une très grande source d'images qui permet de faire vraiment la plupart de ce que l'on veut. À partir de là, une fois qu'il a téléchargé l'image, il va exécuter les commandes qu'on lui a fournies dans le Dockerfile. Comme on peut le voir, le copy, on le voit en step 2.3, ainsi qu'en step 3.3, donc la définition de la commande. Je passe un peu sur ce qu'il y a autour, on verra ça un petit peu plus en détail et vous comprendrez un peu mieux avec les explications qui auront par la suite. Il finit par nous dire qu'il a parfaitement bien construit la machine et qu'il l'a donc tagué comme étant My42 Project. J'avais pas mis de version, donc il l'a appelé la test. Lorsque je fais la commande docker image pour lister entre guillemets les images Docker, je vais retrouver donc toutes les images qu'il a buildées et ou qu'il a téléchargées. Ici dans mon contexte, j'ai téléchargé l'image PHP et j'ai l'image My42 Project qui a été construite à partir de mon Dockerfile. Une image, il faut le voir vraiment comme dans le sens d'une machine virtuelle, un disque dur. Une image, c'est un disque dur qui contient donc toute la structure et toutes les données pour démarrer une machine virtuelle, mais ce n'est pas une machine virtuelle. Pour créer une machine virtuelle, il faut ensuite exécuter entre guillemets le code qui est docker run, et donc le tag que j'ai utilisé pour pouvoir le retrouver. Docker run my42 project, je lance mon image, il va donc me créer une nouvelle machine virtuelle en utilisant le disque dur, exécuter la commande que je lui ai définie par le paramètre commande dans le Dockerfile, et lancer donc mon index.php qui m'affiche un beau Hello World. Magic. Non, je déconne. Quand on regarde Docker PS, on se retrouve avec la liste des containers. Donc la liste des containers, ce sont les machines virtuelles qui ont été démarrées. On voit que il a créé donc un nouveau container, My42 Project. J'ai volontairement raccourci un peu le PS parce que du coup il est un petit peu plus verbeux que ça. On voit que par contre il l'a nommé, je vais pas dire la version anglais, mais il a donné j'ai un accent anglais de merde, donc voilà, sinon vous allez vous foutre de ma gueule. On voit donc qu'il lui a donné un petit nom, qui est une association de deux mots aléatoires pour toutes les images. C'est plus joli et ça nous permet de parler au moins d'une même chose comme les DNS. Si je relance ma commande une deuxième fois, on voit qu'il va recréer un deuxième container. Donc à chaque fois que je lance un programme ou une image, automatiquement il crée un deuxième container en parallèle. Donc plus je vais le lancer, plus il va y en avoir. L'intérêt c'est que pouvoir après, une fois que le programme a été lancé, s'il y a un bug, pouvoir refarfouiller dans ce qu'a fait le programme, dans le disque dur entre guillemets, pour pouvoir arriver à retrouver et à comprendre où est-ce que ça a merdé. On peut aussi théoriquement relancer un container, mais ça se fait moins. La plupart du temps, dans le Docker, on considère qu'une machine virtuelle, c'est une machine jetable. C'est un des avantages de Docker. Si vous avez des petits pirates qui commencent à modifier votre serveur, à modifier tous vos fichiers de configuration et à planter votre machine, vous l'arrêtez, vous la redémarrez, et en fait vous repartez à neuf par rapport à l'image du disque dur. Et c'est quasi instantané. Donc en résumé, une machine virtuelle du type VirtualBox, une automatisation Puppet, c'est donc Docker et c'est tout. Ok, fin du talk. Pas vraiment. Le but de ce talk, c'est justement de vous expliquer la différence entre les machines virtuelles et les containers. Donc on va faire une petite comparaison. Voilà. J'ai au final on va dire ma tante qui m'a offert un super jeu de PlayStation 2, youpi, wouhou, en me faisant plaisir pour mon anniversaire. Merci tata, c'est très gentil. Mais la PS2, ben, j'en ai pas. Je fais comment? Et donc c'est là qu'il y a un pote qui me dit, bah tu n'as qu'à utiliser un émulateur. Donc un émulateur, tu peux l'installer sur ton PC et au final tu vas pouvoir lancer ton jeu et tu vas être content. Cool, bah je vais essayer. J'installe mon émulateur, je lance mon jeu Final Fantasy et ça marche, mais c'est super lent. Pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Lancer un émulateur de PS2, c'est à peu près la même chose qu'une virtualisation, du type système comme VirtualBox, VMware. Je vais, sur mon propre matériel physique, donc mon ordinateur, installer le logiciel qui est l'hyperviseur, qui va le logiciel qui va émuler ma PS2. Lui, ce qu'il va faire, lorsque je lance un jeu, il va être obligé de simuler un processeur, une RAM, etc., tout le matériel qui est associé à une PS2. C'est la couche, donc, matériel virtuel qu'on a au milieu. Derrière va lancer le système d'exploitation de la PS2, l'OS, et enfin, le jeu, le processus. Dans le cas d'une machine virtuelle standard que l'on retrouve, donc les serveurs virtuels qui sont dans nos entreprises, c'est exactement le même concept. On va créer un matériel virtuel, installer un OS, en plus, sur notre ordinateur, sur notre serveur. L'effet pervers, ça veut dire que l'on va créer un processeur de type Pentium sur un processeur de type Pentium. Une RAM de type une RAM qui va utiliser la RAM. Du coup, on se crée une charge en plus, qui n'est pas forcément nécessaire si l'on souhaite émuler une même architecture. Dans le cas de la conteneurisation, on se passe de cette émulation matérielle. On va avoir notre matériel, on a notre système d'exploitation, et la conteneurisation va utiliser le système d'exploitation et être en gros un processus qui va être quand même isolé du reste des autres processus, mais sans utiliser le noyau en plus ou quoi que ce soit. Sans utiliser, pardon, d'OS supplémentaire. Si on fait juste un bref récapitulatif entre avantages et inconvénients pour la virtualisation et la conteneurisation. L'avantage d'une virtualisation, c'est que l'on peut émuler d'autres architectures. C'est-à-dire que je peux très bien lancer une console PS2 sur un ordinateur, il n'y a pas de problème, c'est une autre architecture. Le défaut, c'est que forcément, ça va créer une lenteur. Par contre, ça a une très bonne isolation. Mais ça prend beaucoup plus de place au niveau des disques durs. Par rapport à la conteneurisation, qui lui est beaucoup plus économe en espace disque grâce à des moyens que l'on va voir après. Et la conteneurisation est plus rapide puisqu'on n'a pas à émuler une couche intermédiaire de matériel plus un système d'exploitation. Toutefois, la conteneurisation est limitée à l'architecture de l'hôte, c'est-à-dire que je ne peux pas lancer du 32, enfin si je peux parce qu'il y a des couches, mais je peux pas lancer de l'Android, voilà, parfait, de l'Android sur un système Pentium, puisque l'Android généralement a une autre architecture qui est de type ARM. Ce qui veut dire que si vous voulez émuler un Raspberry Pi sur un ordinateur, vous pouvez pas. Enfin via un conteneur, vous pouvez pas. Vous pouvez via la virtualisation. La conteneurisation est aussi liée à l'OS. Un des inconvénients aussi, c'est forcément pour la sécurité. La techno est quand même un peu jeune, donc au niveau des sécurités, il y a peut-être des faiblesses, et il y a toute une organisation à faire. Mais c'est quand même plus avantageux et très prometteur d'utiliser les conteneurs. Docker s'appuie énormément sur des technologies qui sont bien connues du monde Unix, comme je l'ai précité lorsqu'on allait voir, telles que le shroot, AUFS. Le défaut de tout ça, c'est qu'on parle d'Unix. Qu'est-ce qui se passe pour Windows? Au niveau de Windows, Windows ne possède pas toutes ces technologies-là. Il ne possède pas toutes ces avancées qui ont été faites dans le Linux. Ce qui a donc pour obligation de passer par une machine virtuelle. Donc si vous avez bien suivi, on a un peu le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a quand même la surcouche d'émulation de matériel dans Windows pour avoir après derrière la conteneurisation. Mais ça reste une méthode qui marche quand même. Mais on a la latence des machines virtuelles. Je vous propose de faire un petit tour donc des technologies que Linux possède, donc Unix aussi. Ça va être plein de petits outils. Vous n'allez pas forcément voir comment ça s'imbrique au fur et à mesure, mais à terme ça devrait être pas trop mal. La première techno que je voudrais vous présenter, c'est le shroot. C'est une techno qui a été introduite en 1979 dans le monde Unix, donc c'est quand même très vieux. Le but du shroot, c'est de changer la racine d'un système d'exploitation pour une machine haute.
En gros, chez Windows, je fais juste un parallèle pour Windows, les disques durs sont nommés C, D2, etc. avec des lettres. Sous Linux, tout part de ce qu'on appelle la racine, qui est le slash. Si l'on doit mettre un nouveau disque dur, on va devoir le greffer, donc monter dans la racine, donc quelque part dans notre arborescence. Ça, c'est le fonctionnement Linux. Donc, comme je préfère toujours illustrer un petit peu avec des exemples, imaginons que je sois donc dans mon dossier pydemo, qui est donc dans /data vm machine pydemo. J'ai fait un petit tri pour que vous voyez à quoi ressemble l'arborescence de pydemo. Il y a toute une structure et on va s'intéresser principalement au fichier qui est mon super fichier. Hop. Alors j'ai un petit souci de micro, pardon. Au niveau de mon super fichier, donc je suis au niveau de pydemo. Je vais lancer ma commande chroot. Donc juste avant, pour vous montrer, pour illustrer le concept, je fais un ls-la de / mon super fichier. Ce fichier-là n'existe pas, l'ordinateur me le dit bien. À partir de là, je lance la commande en sudo, puisque du coup, pour faire et exécuter un chroot, il faut avoir des droits root. Je chroot pydemo, et à partir de là, mon bash change complètement. Et si je fais un ls-la dans mon / mon super fichier, ça marche. J'ai bien un fichier qui me répond. Qu'est-ce qui s'est passé? Le concept, c'est que chroot a lancé une nouvelle commande qui est le bash. Le bash, c'est mon système de ligne de commande. Il l'a lancé dans le nouveau dossier qui est pydemo. Et à partir de là, il a verrouillé le bash pour qu'il ne puisse plus accéder au reste du système d'exploitation. Il ne peut pas redescendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'essaie de redescendre par rapport à mon /, je ne peux pas. Et je suis bien effectivement quand même toujours dans ma racine de pydemo. Mais le bash, le nouveau processus qui a été lancé, ne le voit pas. Est-ce que ça semble à peu près clair ou j'ai pas du tout été clair? Juste pour savoir. Ça va? Hein, pardon? Tu redéfinis l'emplacement du /. C'est ça. Mais uniquement pour un processus. La deuxième technologie que je vais vous montrer, ce sont les cgroups. Les cgroups, c'est une technologie, une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de limiter, de compter et d'isoler l'utilisation de ressources pour un processus. C'est un développement assez jeune qui a été intégré au noyau en 2007. Bon, jeune effectivement via informatique, 2007, ça fait 10 ans, c'est relatif. Mais c'est une technologie qui permet de limiter les ressources, c'est-à-dire pour un processeur, je vais pouvoir dire à mon processus qu'il ne peut pas utiliser plus de 10% par exemple. Ça permet aussi de prioriser des processus par rapport à d'autres. Donc ce système-là existait déjà, mais ces groups l'emmènent à un niveau beaucoup plus élevé, qui permet de faire beaucoup plus de choses que les systèmes NICE. Rajoute aussi une isolation qui sont les kernel namespace, qui permet à un processus de ne pas voir les autres processus en recommençant une arborescence des PID. Donc PID, c'est l'identifiant unique d'un processus. Donc ça, c'était les cgroups. À partir de ces deux technologies-là, est né les Linux containers. Ça a été fait en 2008. Et donc ça rassemble les cgroups et les chroots, et ça crée la première notion de conteneur. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut à la fois isoler un processus non seulement au niveau de son arborescence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder au reste de la machine hôte, mais en plus, il ne peut pas forcément avoir accès à tout le CPU, il ne peut pas avoir forcément accès à toute la RAM. Vraiment, on permet de l'isoler complètement. À cela, on va rajouter une nouvelle technologie, encore où effectivement ça ne va pas être clair, qui est AUFS. AUFS, c'est Advanced Multi-Layered Unification File System, ou aussi Another Union File System.
C'est un logiciel qui a été développé en réalisant une refonte de UnionFS. UnionFS qui est un logiciel qui permet d'associer des répertoires pour créer un nouveau super répertoire qui va fusionner d'autres répertoires. Je vais être un peu plus clair. Ça a été créé en 2006. Et c'est une réécriture complète donc de UnionFS qui datait déjà de 2004. Donc, comme toujours, un petit exemple un petit peu plus illustré. Je suis dans mon dossier démo AUFS. J'ai créé deux dossiers, AUFS Data et AUFS Endpoint. Dans AUFS Data, je vais mettre final, interne et original. 3 dossiers. Là, on parle vraiment que de système de fichiers. Donc dans original, j'ai mon fichier A. Dans interne, j'ai un fichier B. Et dans final, j'ai un fichier A. À partir de là, si je regarde mon original, le fichier original A contient l'information, ma valeur est A. Donc A pour original. Interne, c'est B, ne contient rien. Et final A contient l'information, ma valeur est C. Grâce à une petite formule d'invocation, je vais utiliser AUFS. AUFS, donc, comme j'expliquais, va permettre de fusionner des dossiers entre eux, un peu comme si on considérait que c'était des calques. Je prends donc un calque dans lequel j'ai mes fichiers, je mets un autre calque par-dessus et un autre calque par-dessus. Ça se fait via cette petite commande qui indique exactement l'ordre. On voit que au niveau des options, on a BR égale, on a donc AUFS Data Final, qui est la couche supérieure, l'intermédiaire et l'original, qui est la couche inférieure. Et je monte tout ça, donc, comme le dit à la fin, sur le dossier Endpoint. Donc je monte des dossiers sur un dossier. C'est tordu, mais ça marche. On peut voir donc après, quand je refais exactement la même commande pour lister les répertoires, que Endpoint, maintenant, contient 2 fichiers, A et B. Si je regarde un peu plus en détail le contenu de ce fichier Endpoint, dans A, j'ai ma valeur et C, et B, donc j'ai toujours rien. Ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a mis original avec A qui contenait ma valeur et A. Il a calé par-dessus intermédiaire, le dossier intermédiaire qui contient le fichier B, donc il les a fusionnés. Il a mis ensuite final, qui lui contient ma valeur et A, ma valeur et C, pardon. Et donc du coup, au résultat, il n'a gardé que la dernière couche au niveau des fichiers A et A. Donc pour la gestion de conflit, c'est vraiment le dernier qui gagne. Fait intéressant, si je crée un nouveau fichier dans Endpoint, donc la partie montée, que j'appelle D, il va se retrouver dans Final. La dernière couche montée est toujours la dernière couche que l'on va écrire. Les autres couches ne peuvent pas être modifiées. Donc ça, c'est la technologie AUFS. On peut maintenant commencer à parler de Docker. Enfin. Donc Docker a été mis à disposition en open source en 2013. Et utilise donc la notion de cgroup et de chroot pour fournir des conteneurs. Donc il utilise directement LXC, Linux Container qu'on a vu plus tard, mais rajoute AUFS pour alléger le poids des images. Permet donc aussi la création de machines éphémères, comme j'indiquais au départ, et automatise la création via des Dockerfiles. C'est un système client-serveur, et donc utilise aussi des services en ligne pour obtenir les images sources. Comme on l'a vu, il va télécharger en ligne la version de PHP avant de pouvoir l'exécuter. Le serveur. Donc le serveur de Docker, c'est principalement exposer une API qui permet de manipuler le serveur Docker, qui va permettre ensuite de packager des images, de créer des packages, donc, de gérer l'état des machines, celles qui sont démarrées, les démarrer, les arrêter, supprimer, etc., faire le ménage des images. Il va permettre aussi de monter les volumes, c'est-à-dire que évidemment on peut monter un dossier qui est de la machine hôte sur la machine cliente, sur la machine virtuelle, pardon. Enfin le container pour être exact.
et gérer le réseau de machines, ainsi que il y a une possibilité aussi de fonctionner en cluster. Ça permet donc du coup de répartir la charge, et Docker Swarm est inclus dans Docker, mais permet de faire beaucoup de choses. Et était l'équivalent de Kubernetes pour ceux qui connaissent. Au niveau client, lui, son rôle est assez basique. Il va donc de récupérer les demandes que vous allez lui faire via la ligne de commande, d'archiver le dossier dans lequel qu'on fournit. Par exemple, dans le cas du Docker build, quand j'ai fait tout à l'heure, je lui ai fourni mon point. Donc lui, ce qui est le dossier, va être archivé. Donc c'est ce qu'il appelle par sending build context to Docker daemon. Il va créer une archive, l'envoyer via l'API au serveur. Le serveur derrière, c'est après qui va faire les commandes. C'est tout le reste des commandes, les informations que l'on affiche viennent du serveur. Donc comme je disais, à partir de là, on va télécharger l'image PHP qui est donc sur Docker Hub. La télécharger. Le client donc permet vraiment cette interaction avec l'API. C'est principalement après derrière. C'est ce qu'il fait. À partir de là, je vais vous présenter un peu le Dockerfile en lui-même. Le Dockerfile, ce sont quelques commandes. Je vais vous présenter juste vraiment des commandes basiques, mais avec ces commandes-là, vous êtes capable quasiment de faire 90% d'une image Docker. Le from, qui permet donc de partir soit d'une image déjà toute faite, telle que PHP, Apache, ou du Java, etc. Soit partir d'une image Debian, CentOS, etc. Le run. Run, c'est une instruction qui permet d'exécuter une commande. Elle va l'exécuter dans la machine derrière, et va sauvegarder l'état. Copy va permettre de récupérer des fichiers qui sont dans votre espace de build pour les mettre dans le disque dur de la machine virtuelle. Commande derrière va vous permettre de définir la commande qui doit être exécutée. Avec ça, vous pouvez entre 80 et 90% des machines virtuelles, des containers que vous aurez à développer, vous pouvez le faire. À partir de là, je vais montrer un petit peu plus le fonctionnement interne de Docker. Comment ça se passe? À chaque fois que vous allez faire une étape, donc un téléchargement, etc., Docker va créer une image qui va correspondre en fait à un dossier. Si l'on va dans var lib Docker, donc c'est l'espace de travail de Docker, comment il fonctionne? Donc on voit qu'il y a pas mal d'informations. On a l'information déjà des dossiers, donc ça c'est toute sa structure. On a l'information du dossier container. Donc quand je suis dans container, je vois une référence. Si je regarde dans container la liste, dans le Docker PS, j'ai la liste de mes exécutions. Je retrouve bien effectivement cette référence. Donc ça c'est ce qu'il a stocké. Et quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a toute la configuration de la machine virtuelle telle qu'elle a été exécutée. Tout ce qui est montage de volume sur la machine va être lié à l'exécution de la commande run. Le build, lui, construit que le disque dur. Donc toutes les informations qui sont du montage, de l'organisation du réseau, etc., c'est lié au container en lui-même. Si je regarde par contre donc le dossier AUFS, qu'on voyait tout à l'heure, donc le premier, c'est là qu'on voit comment il va stocker ces fichiers. Dans l'explication que j'avais fournie concernant AUFS, chaque dossier, en fait, donc intermédiaire, original et final, peuvent être considérés en fait pour Docker comme des disques durs. Il va donc créer dans diff un dossier par couche d'AUFS. Quand je vais télécharger mon image PHP, il va donc télécharger le disque dur de la machine. Ensuite, pour exécuter ma seconde commande qui était de copier l'index.php
dans ma machine virtuelle. Il va me recréer un nouveau dossier, donc il va remonter un nouveau dossier à UFS par-dessus, écrire le résultat de la commande dans ce dossier. Puis, il va remonter encore un autre dossier pour l'exécution de la commande CMD. Pour chaque commande que vous avez créée, que vous avez écrite dans votre Dockerfile, il va créer un nouveau dossier et y stocker le résultat de cette commande. L'intérêt de faire comme ça, c'est que du coup, si vous êtes en train de créer plusieurs images PHP 7, avec plusieurs projets, vous allez avoir dans votre ordinateur uniquement un dossier avec l'image PHP 7 qu'il aura téléchargé du Docker Hub, puis toutes les modifications qui vont être faites pourront être dérivées de celle-ci. Et donc, en temps réel, il va vous dire que vous allez avoir 6 images, par exemple PHP avec 6 projets différents, mais qui sont tous basés sur PHP 7. Et individuellement, les images font 300 MB, mais si vous regardez, comme l'image de base ne fait que 200 MB, vous êtes rendu 6, ça fait 600 plus 200, vous êtes rendu à peu près à 800 MB, au lieu de 6 fois 300. Peut-être pas... Il manque le support visuel. Donc si on regarde dans le diff, on constate bien que c'est le cas, puisque du coup, ici, dans ce qui est tagué en E98, on voit toute une architecture système. Un disque dur, forcément PHP, se base sur un système d'exploitation, quand même. Donc on est obligé d'imiter l'architecture du système d'exploitation cible. Docker ne va que se servir du kernel. C'est-à-dire que dans un système Linux, vous avez un noyau qui tourne, puis vous y montez l'architecture, et ensuite tout programme va utiliser le kernel. Docker fait ce même système-là, on utilise le kernel du système d'exploitation hôte. À partir de là, derrière, on va remonter par-dessus éventuellement d'autres couches. Donc là, ici, je n'ai qu'une seule machine virtuelle, donc tout ça, c'est la même tambouille, mais sinon, en temps normal, vous verrez des choses qui n'ont peut-être rien à voir. Et il va les monter dans le dossier MNT lorsqu'il en aura besoin. Là, on voit que beaucoup de dossiers sont vides, c'était probablement des dossiers qui étaient utilisés justement pour la construction intermédiaire de la machine. Et comme actuellement la présentation tourne elle aussi avec un serveur Docker, c'est pour ça que l'on voit du coup une machine qui est montée, c'est la machine qui est en train de tourner actuellement pour vous présenter cette présentation. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur la partie Docker. Au niveau de Docker Compose, lorsque vous utilisez Docker, vous parlez uniquement d'une seule et unique machine. Le problème, c'est que quand on démarre un projet, vous avez peut-être envie de parler de PHP, mais il y a aussi tout ce qui est MySQL, le serveur Java à côté, le serveur Apache, etc. Vous avez probablement besoin de monter plein de machines en même temps pour un projet donné. C'est là qu'arrive Docker Compose. Docker Compose est une surcouche à Docker qui permet de gérer un ensemble de conteneurs. Concrètement, voilà à quoi ressemble à peu près un fichier Docker Compose. C'est donc un bête fichier Docker Compose.yml que l'on pourrait mettre dans son espace de travail. Ce fichier-là donc contient deux définitions. La première définition, c'est ce qu'il appelle des services, Apache. Donc on voit bien que le container name, c'est le nom qui devra appliquer à ce container, puisqu'on peut quand même, et l'image qu'il va utiliser, c'est le disque dur derrière. Et on voit qu'il y a une deuxième image, un deuxième service, qui est PHP, qui lui contient l'image de PHP. Donc, si je demande à Docker Compose de me démarrer cette architecture, il va me démarrer PHP et Apache. Toutefois, on lui donne plus d'informations dans ce fichier-là. On lui dit qu'on va dépendre de PHP pour le démarrer. Et qu'il y a un lien à faire entre PHP et Apache. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, depuis Apache, accéder à PHP. Sinon, les deux machines sont complètement isolées, l'une de l'autre. Et on pourrait pas discuter entre elles.
D'ailleurs, j'ai un petit peu écourté le fichier. On voit qu'il y a des liens aussi vers une machine MySQL. La notion de port permet d'exposer des ports, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire sur votre hôte que mon machine PHP doit être accessible depuis l'hôte sur le port 9000. Pareil pour l'Apache sur le port 80. Et volume, lui, permet de monter un dossier à un emplacement. Là, dans mon concept, le dossier, mon espace de projet, mon espace de travail, peut être monté sur data W dans ma machine virtuelle, dans mon container. Pardon. Plus donc des possibilités de variables d'environnement que l'on peut rajouter. Donc avec ce fichier-là, vous avez un aperçu de tout ce que peut faire Docker. Il peut faire encore beaucoup plus de choses, mais c'est déjà pas mal. Ça permet d'être un peu plus exhaustif que tout les listes. C'est à peu près tout. Je pense avoir fait un tour rapide de Docker. Comme je me doute que vous allez avoir plein de questions peut-être encore. Question time, si vous avez envie. Essayez de me coller, il n'y a pas de problème. Miel. Sur la UFS, là, tu disais que Docker, en gros, je sais pas comment utiliser, là, il crée des répertoires en fonction des différentes commandes qu'on peut faire dans le Dockerfile. C'est ça. Du coup, il le fait également. C'est-à-dire que quand on fait le premier niveau, c'est-à-dire le from PHP, on va créer toute l'arborescence de la machine. Lorsqu'on fait un from, il ne va pas récupérer, il va pas créer de nouvelles layers. Alors, ce que je vais expliquer, c'est que une image que l'on récupère sur le Docker Hub, lorsqu'on essaie de regarder, on peut immédiatement voir comment elle a été construite. Une image Docker est forcément construite via un Dockerfile lui aussi. Et donc, justement non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un from, on ne va télécharger que l'image qui a été uploadée sur le serveur. Toutefois, libre à toi de la reconstruire si tu as envie de ton côté, puisque du coup le Dockerfile est accessible. Et quand est-ce que c'est créé l'arborescence de la machine? Tout ce qui va être pété, tout ça, c'est ce que tu récupères. C'est-à-dire que initialement, tout part quand on regarde comment sont créées les images. Tout part d'une image de base qui est généralement soit une Debian, soit un CentOS, ou encore ça peut être aussi les Alpines. Les Alpines sont des images dans lesquelles on a épuré beaucoup de choses de façon à être vraiment très light, qui contient vraiment juste le minimum syndical. Mais on n'a pas de apt qui permet de faire une installation facile d'un logiciel via les repos ou quoi que ce soit. Et quand on télécharge l'image via le from, on télécharge vraiment que le disque dur final. On ne télécharge pas tous les dossiers intermédiaires, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais ce que je voulais montrer... pendant la construction de la machine, entre guillemets, sur tout ce qui est apt-get, il vaut mieux le faire parce qu'à chaque apt-get, en fait, quand on fait un run apt-get, on va créer un dossier intermédiaire. C'est ça. C'est pour ça que la plupart du temps, alors là on peut voir ici le Docker Store, donc c'est d'ailleurs le Docker Hub qui m'aurait pu s'intéresser, mais c'est à peu près la même chose. C'est là qu'on va vous fournir exactement quelles sont les images qui sont disponibles. Donc là on voit qu'il y a l'image 2432, 24, la 2 et la test. Tout ça, ce sont les tags qui pointent vers la même image. Vous avez une autre image après derrière, qui est la 2432 Alpine, dont je parlais, qui est en fait basée sur un système d'exploitation beaucoup plus épuré. Lorsqu'on va regarder un peu plus en détail, on a la capacité, donc dans le projet GitHub, de voir comment a été construite l'image. Là, dans mon contexte, je suis en train de télécharger donc l'image from HTTP, d'accord, HTTPD pardon. Et donc ça, c'est le Dockerfile qui la compose. Et donc on voit qu'il part lui d'une Debian JC backport. Donc lui, chez Apache, ils vont télécharger l'image Debian, exécuter pas mal de commandes derrière. Et une fois qu'ils ont l'image qui a été construite, la mettre à disposition sur le Docker Hub. Et la plupart du temps, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup en fait de commandes où on a des et à l'intérieur. Ça permet en fait de télécharger l'image et que lorsqu'on la rebuild, si on fait une modification dans une partie, genre là, si j'ai envie de modifier concrètement lors de mon build
de mon logiciel Apache, puisque ce qu'il fait en fait, c'est qu'il télécharge l'image Debian, va télécharger tous les logiciels qui permettent de faire un build C classique, puis ensuite fait le build de la librairie Apache en elle-même, enfin du logiciel Apache en C. Si je fais une modification dans cette partie-là, et que je réexécute mon code, Docker, lui, va repartir de celle-ci, de cette image-là, qu'il avait créée auparavant, puisqu'il sait que ça n'a pas changé, et repartir d'ici pour reconstruire son build. Donc toutes les étapes qui sont auparavant ne sont pas à refaire. Donc on a un gain de temps lors des builds. Mais donc effectivement... Est-ce qu'on a un gain de place aussi? Oui, si tu voulais garder l'autre build en parallèle de ton Apache, tu as tout à fait un gain de place. Imaginons qu'au lieu de faire un apt-get, un run apt, on en fait 10. Pour faire la même chose, enfin, ça met le même paquet. Au niveau place, ça a quoi comme conséquence? Ça a pour conséquence que si la conséquence au niveau taille devrait être à peu près identique, mais par contre tu vas créer beaucoup plus de points de montage les uns sur les autres, donc tu peux peut-être avoir une légère baisse de performance, peut-être. Mais en gros, l'idée c'est que quand on fait une commande, on essaie de faire un état stable d'une machine à chaque fois. Dans l'idée, c'est j'installe tous mes paquets en une seule fois. Un des points qui est fait la plupart du temps que vous verrez, c'est que l'on fait un apt-get update qui met à jour le logiciel apt, puis un apt-get install tout de suite dans la foulée. Pourquoi? Parce que si l'on fait un apt-get update, puis un run apt-get install, 6 mois après, je viens modifier mon apt-get install, mon update n'est plus à jour. Mais il va quand même repartir de cette étape-là, qui pour lui est la dernière cohérente. Lorsqu'on fait un apt-get install, vaut mieux avoir sa base logicielle qui est à jour elle aussi. Donc du coup, ça a plus d'intérêt d'avoir la cohérence entre ces deux commandes-là. Donc d'en faire qu'une seule. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Mathieu, du coup, là, l'image Debian sur laquelle il y a le from, là, ouais. Celle-là, elle est créée aussi d'une autre image, j'imagine. C'est quoi la première image en fait? Alors, la première image, elle est fournie par Debian, qui est en fait un dossier vide, dans lequel ils ont foutu toute l'architecture Debian de base, et c'est tout. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris une image Debian qu'ils avaient, ils ont mis une architecture, ils ont enlevé tout ce qui sert pas pour... ça sert à rien de garder un noyau, puisque du coup tu utilises déjà un noyau, etc. Mais c'est Debian qui a fait le taf, ou Docker, je sais plus quel est les deux. En gros, à mon avis, c'est les deux conjoints, qui ont fait du coup l'image de base, et qui la maintiennent à jour. Mais en gros, c'est juste un bête dossier. C'est pas une machine vraiment... Enfin, tu peux exécuter la machine, mais t'auras rien dedans, quoi. Ok, du coup j'ai une autre question. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre entry point et commande du coup? Enfin, j'ai vu ça dans les Docker files, entry point. Alors, c'est une très bonne question. Entry point de mémoire, je crois qu'entry point peut être surchargé. Non, ne peut pas être surchargé, alors que commande peut l'être. Entry point est quelque chose qui va être exécuté juste avant la commande. Et donc du coup, commande va être plus fournie en tant qu'argument entry point. Un peu comme ça. C'est-à-dire que généralement, ce que tu fais, c'est que dans entry point, tu vas mettre une instruction qui va exécuter un script. Et ton script d'entry point, après derrière, va appeler ce que tu as mis en commande, en paramètre. Et ça te permet de faire un wrapper autour de ta commande pour être sûr que si quelqu'un modifie, par exemple en PHP, ta commande, tu es sûr que tout ce que tu voulais exécuter auparavant est fait. D'accord. Entry point, par exemple, va être utile pour MySQL, pour initialiser la base de données si elle n'existe pas. C'est comme ça que c'est utilisé. Est-ce qu'on peut exécuter des commandes pendant le build? Oui, puisque tu fais un run, donc du coup tu exécutes des commandes via le run. Mais, si je fais un script.sh qui fait quelque chose, il s'exécutera. Tu fais un copy, tu exécutes le script.sh, il s'exécutera, mais tu ne stockeras que le résultat sur le disque dur. Oui, mais c'est ça. On est capable de le faire. Pour des commandes qui seraient un peu longues pour initialiser des machines, on serait capable de le faire sur un run. Oui. Okay. D'autres questions? Moi j'ai une question, il y en a combien parmi vous qui utilisent Docker déjà?
peu, quoi. Il y en a combien qui ont trouvé ce stalk utile? Il y en a combien qui ont été complètement noyés? Bon, je m'en sors pas trop mal alors. Pas loin. Docker en prod, je sais que tu l'as déjà pratiqué, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur le sujet. Alors, Docker en prod. À titre personnel, je pense que je vais passer en prod. Ok. Docker en prod. Si on veut mettre une machine Docker en prod, demandez à un sysadmin qui s'y connaît pour la prod. Pourquoi? Parce que du coup, il y a beaucoup de configurations à faire derrière pour tout ce qui est cgroups, etc. pour bien manipuler et bien isoler le conteneur. Sinon, vous allez peut-être avoir des risques de sortir qu'un attaquant sorte du shroot. Un sysadmin reste quand même quelqu'un qui va savoir exactement justement isoler et faire en sorte que l'applicatif reste toujours en ligne. Voilà. Sinon je m'arrête là, sinon je vais rentrer dans le débat développeur versus administrateur système, et comme je suis schizophrène, ça risque de poser problème. J'avais juste une dernière question. Il y a quelques temps, on parlait des aspects sécurité, justement, des notions de force bombe, où quelqu'un pouvait déployer un container et puis faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune place pour instancier d'autres processus. Où est-ce qu'on en est maintenant, si jamais tu as l'info? Alors, j'ai pas trop l'info là-dessus, mais ce que je peux supposer, c'est que est-ce que c'était prouvé que c'était un problème qui était lié à ces groupes? Alors c'était plus lié à une mauvaise configuration, il me semble, des ressources D'accord. attribuées. Justement, oui, C'est pour ça, du coup, tu vois, que je renvoie vers le sysadmin, qui lui va être plus capable de configurer correctement ces groupes pour éviter ce genre de soucis. donc, Et pour être sûr que la machine haute reste et ait de la place. C'est ces groupes qui va permettre d'empêcher que le fork bomb déborde et pose soucis. Bon, bah, Bravo, merci beaucoup. c'est dit.